Bonjour, je suis Iria Marquez. Je suis en charge au sein du pôle B2B d'EPOCA. Je suis en charge d'une équipe qui s'appelle Digital Journey. Je vous souhaite la bienvenue à tous aujourd'hui pour ce Lunch and Talk qui est consacré à la data zéro party. C'est une data qui est certainement une des moins connues. Elle a été mise en lumière par Forrester il y a 5 ou 6 ans. Elle rentre dans la logique du permission marketing, de cette idée qu'on demande de l'information volontaire. On en verra la définition plus précise. Dans cette logique de permission marketing, eh bien, c'est une data qui est 100% RGPD. Et à l'heure actuelle, c'est des sujets qui sont extrêmement importants et sensibles chez tous les acteurs, B2B comme B2C. Donc c'est important et c'est tranquillisant de savoir que cette donnée, en tout cas, est tout à fait sécurisée. Pour alimenter, pour mettre en lumière et éclairer ce sujet, j'ai avec moi Carole Lecomte. Vous êtes responsable de la communication commerciale chez Aperam. Bonjour Carole. Oui, bonjour Iria. Et nous avons également Antonin Tuya, qui est chef de projet Digital 360 au sein de l'équipe que je dirige, qui est l'équipe Digital Journey. Bonjour. Bonjour Antonin. Donc avant de donner la parole à Carole qui va témoigner un peu de ce qu'elle fait en la matière chez Aperam, avec le marketing Aperam, peut-être Antonin, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est cette data qui n'est pas forcément très connue et nous en faire une petite définition, un petit éclairage. Bien sûr, mais peut-être qu'avant de parler de zéro party data, je vais d'abord définir les autres types de data. Donc on a premièrement la first party data, donc des données qu'on possède en interne via des fichiers commerciaux, via le CRM, via nos bases de données. Ensuite on a la seconde party data qui est des données qu'on obtient via des partenaires qu'on a. Et ensuite la third party data, donc des données qu'on va venir acheter via des brokers, via de la l'hygiène gré à gré ou via des opérations ABM. Ensuite, en ce qui concerne la zéro party data, Forrester nous dit que la zéro party data, c'est de la donnée qu'un client partage intentionnellement, de manière proactive, avec avec la marque pour laquelle on travaille. Plusieurs avantages et inconvénients à cette donnée-là. Donc c'est précis, c'est fiable, c'est de la donnée qui est gratuite, qu'on collecte selon nos besoins. En revanche, des avantages sur ce point, il faut forcément un win-to-win pour mettre en place ce genre d'opération. Et c'est de la donnée qui est un peu dépendante des envies de l'internaute s'il a envie de communiquer avec nous là-dessus. Les moyens qu'on peut mettre en place, en tout cas les questions qu'on peut apporter pour récolter ces datas-là. Donc on peut récolter le niveau de satisfaction, la façon dont ils souhaitent contacter, j'ai envie de recevoir tel type de newsletter ou pas, les intentions d'achat, ce produit m'intéresse, ne m'intéresse pas, ou alors ce type de produit m'intéresse ou non, les centres d'intérêt, les attentes du client, et enfin la relation que la marque souhaite avoir avec l'internaute. Donc, une donnée assez riche, même très riche, hein, et on l'a bien compris, qui dépend du win-win, qui dépend de ce qu'on peut apporter en échange de la donnée. Exactement. En fait, c'est de la donnée qui ne nous permet pas d'augmenter le nombre de contacts dans la base de données. En revanche, c'est de la donnée qui permet de mieux communiquer avec l'internaute. On parle ici de permission marketing, donc c'est de la donnée qui est respectueuse de la cible puisqu'on lui demande son consentement sur le sujet. Et en se faisant, on récupère de la donnée qui donc l'intéresse afin de mieux pouvoir communiquer avec lui et donc de personnaliser son message et donc d'obtenir plus de performance in fine. D'accord. Donc, pas de nouvelles adresses mail, mais des adresses mail qu'on connaît mieux, enfin, derrière lesquelles se trouvent des gens qu'on connaît beaucoup mieux. Donc, comment arrive-t-on à collecter ce genre d'informations ? Alors, on a plusieurs leviers qu'on peut transférer via plusieurs canaux. Donc, on a le Preference Center, qui est d'ailleurs une source
une source très performante en ce qui concerne les préférences d'un internaute. On peut poser des questions simples, on peut mettre en place également des mini-quiz pour récolter ces données-là, ou via simplement des formulaires. Et ensuite, les canaux, ils sont très divers et très variés. Les sites web, le blog, les réseaux sociaux, les événements, les webinars également. On peut mettre en place des sondages pour récolter cette zéro party data. Donc, si je comprends bien, tous les points de contact entre la cible et la marque, entre la marque et la cible, peuvent être des occasions d'aller chercher cette donnée-là. Super. Et donc, Antonin nous citait quelques exemples. On va le voir avec Carole dans le concret, l'exploitation de ces types d'acquisitions. Mais Carole, avant que vous nous racontiez tout ce que vous faites dans l'équipe marketing, quelques mots sur Aperam, qui n'est peut-être pas la marque la plus connue de notre auditoire, mais qui gagne à être connue. Donc Aperam est un groupe international, producteur d'acier inoxydable, d'acier électrique et d'alliage, disposant également d'une filière de recyclage. Nous sommes présents dans plus de 40 pays, avons des usines en France, en Belgique et au Brésil et employons un peu plus de 11 000 personnes. Super. Et donc, on peut le souligner, je le dis d'autant plus librement que c'est votre entreprise. C'est une entreprise qui est largement engagée dans la RSE, dans l'économie circulaire. Et à ce titre, ce n'est pas tout à fait anodin si on travaille beaucoup sur cette data zéro party, parce qu'elle est RGPD par nature, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui. Donc, habituellement, les mauvaises langues ou pas, ont l'habitude de dire que dans l'industrie, dans les secteurs traditionnels, le digital, la transformation digitale est plutôt en panne ou absente. Je crois que chez Aperam, c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire chez Aperam, nous croyons en la valeur de la communication digitale et à l'importance de la data. Mais pas n'importe quelle data, comme on a vu, on cherche la data qualifiée. Et c'est pour ça que le premier vecteur, et qu'on a particulièrement bien travaillé, surtout au moment de la refonte du site internet, c'est effectivement tout ce qu'on peut mettre en place sur notre site web, les nombreux formulaires, les occasions de prendre contact avec nous, via aussi de l'email tout un tas d'outils qu'on a activés et qu'on continue aussi à perfectionner. On vient de lancer aussi un nouvel outil pour faire des demandes de devis en ligne. Et tout ça, ça contribue à multiplier les occasions de nous contacter et de se faire collecter de la data qualifiée et intéressante d'un point de vue marketing. Génial. Alors, en évolution et en progrès constant, si je comprends bien. Cette collecte de data, zéro party ou pas d'ailleurs, est un travail d'étape par étape, de progrès constant. De longue haleine, je dirais, un travail de précision aussi. Et je l'ai dit, effectivement, le site web, si c'est le premier vecteur, on utilise aussi maintenant notre outil de marketing automation, Eloquent, et puisque tous nos formulaires sur le site web sont également synchronisés avec Eloquent. Donc, quoi qu'on fasse, effectivement, on essaye d'inscrire ça dans notre toile que nous tissons petit à petit, voilà, et de façon de plus en plus fine. La toile se tisse. Et donc, Antonin nous a présenté la théorie des choses, et on sait tous qu'on a souvent assisté à des webinars où la théorie est absolument sublime et on se dit ça va être génial et on rentre chez soi ou au bureau en tout cas et on se demande bien comment on va pouvoir l'utiliser. Nous, avec vous, on est dans un cas où vraiment il y a de l'utilisation extrêmement concrète et dont on mesure en plus les bénéfices au fur et à mesure du temps. Vous pouvez peut-être nous présenter, je crois qu'on a prévu des slides pour être hyper concrets et que notre auditoire se rende bien compte de ce que ça veut dire dans la pratique. Alors sur ce premier slide, justement, là on est plutôt en haut de funnel. Donc là vous voyez le formulaire de newsletter, donc c'est celui qu'on va retrouver typiquement en bas des pages du site web. Là on est très simple, on demande juste évidemment le mail, mais déjà une première information un peu plus qualitative, à savoir par quel type de newsletter vous êtes intéressé, autrement dit dans quelle langue, puisque je vous ai dit qu'on était un groupe international. Ça c'est typiquement le genre d'info qui va nous intéresser. Alors ce formulaire marchait relativement peu, je dirais, au début du lancement du site. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre ce qu'on appelle une pop-in, donc c'est l'écran juste en dessous, où là, effectivement, dès que le user arrive sur le site web, la pop-in apparaît.
Et là, effectivement, ça a démultiplié le nombre de contacts et aujourd'hui, je dirais en 8 mois, on a engrangé plus de 5000 contacts via ce biais-là. Donc ça, c'est une excellente astuce, si je puis dire, et qu'on peut aussi renouveler pour d'autres types de formulaires, autres que la newsletter. On a aussi un formulaire de contact, donc formulaire de contact et aussi un Preference Center. Donc là, on est toujours en haut de funnel. Le Preference Center, vous voyez, il a deux parties. La première partie va être plutôt liée aux données personnelles de l'utilisateur, celles qu'il consent, comme on a dit, à nous donner. Et aussi, on va s'intéresser un peu plus finement à ses centres d'intérêt, justement. Donc là, on lui donne l'occasion de dire soit quel type de produit ou soit quel type de communication il souhaite recevoir. Et là, évidemment, c'est tout RGPD compliant, puisque effectivement, nous opérons dans un cadre bien précis. Donc on voit bien, Carole, que dans ces deux cas, on demande une information qui est une information d'ordre data first party, assez classique, un mail, etc. Mais on demande tout de suite des choses qui nous permettent de mieux comprendre comment on va pouvoir s'adresser à eux. Typiquement, dans la newsletter, le fait de demander le pays, ça va vous permettre de filtrer la promotion d'offres en ne l'envoyant qu'à des personnes de pays où cette offre est disponible, par exemple. Tout à fait, et aussi, même si à terme on imagine démultiplier les newsletters en termes de langue, là ça va être intéressant parce que, par exemple, pour les clients allemands, on fera une version allemande et tout de suite l'utilisateur se sentira plus concerné. Parfait. Donc ça peut se faire, y compris dès le très haut de funnel. C'est les deux exemples qu'on vient de voir. Tout à fait. Là, on passe à un exemple de milieu de funnel. Alors, c'est le formulaire qui marche le mieux parce que c'est un formulaire business, c'est-à-dire que n'importe quel acheteur de clients ou de prospects charge tous les mois un barème de prix. Et c'est d'ailleurs notre faire venir le plus important sur le site web, puisque c'est 25 à 30% des visites se font sur cette page-là qui est mise à jour donc toutes les fins de mois. Donc là, on est un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on va demander, bien sûr le mail, mais de nouveau le pays et là la société. Donc ça nous permet au fur et à mesure de qualifier notre base de données et de faire ce qu'on appelle du progressive profiling. De la même façon, notre formulaire de contact, puisque là, l'objectif, c'est que l'utilisateur soit correctement dirigé. Dirigé soit vers un commercial, soit vers une personne de la technique, le service RH, etc. Donc c'est pour ça qu'on lui demande quelle est la problématique qu'il rencontre pour l'orienter au mieux et derrière aussi, bien sûr, commercialement, pouvoir répondre tout de suite, du moins à ceux qui formulent une demande de devis ou une question technique. Après, si on termine par un exemple de bad funnel, là, je parlerai enquête de satisfaction client. Là, c'est un formulaire très simple avec quelques questions qui tournent autour de la relation client, donc que ce soit la logistique, l'offre tarifaire, l'offre produit, etc. Là, l'idée, c'est aussi à terme d'exploiter les datas qui remontent dans cette enquête pour pouvoir faire des scénarios un peu plus poussés, notamment aller travailler les zones d'insatisfaction et de démontrer à l'utilisateur comment on s'est amélioré sur ces points qu'il percevait comme jusqu'alors faibles et ce qu'on a mis en place, soit en faisant des case studies, des témoignages clients. Voilà, on peut après, comme je disais, faire un travail un peu plus précis et répondre aux exigences du client à un moment donné. Les enquêtes clients les enquêtes de satisfaction sont souvent des exercices négligés chez nos clients, notamment par crainte un peu qu'il remonte des choses négatives. Comme vous le dites, c'est pas une chance d'avoir des réponses négatives, enfin des pain points soulevés, mais c'est une bonne façon de s'assurer qu'ils sont résolus et qu'ils ne se maintiennent pas derrière le rideau à créer de l'insatisfaction constante. C'est effectivement super important. Donc là, si je comprends bien, tout au long du parcours finalement relationnel entre la marque et vos cibles, on a mis quasiment à chaque étape un capteur de ces informations zéro party data, d'informations quali. Mais évidemment, la question qu'on se pose, c'est bien d'avoir le formulaire, mais est-ce que ça remonte ?
Alors ça remonte si l'utilisateur y trouve un intérêt. Donc typiquement, on l'expliquait, le barème de prix, là c'est un outil de travail, donc forcément le barème de prix, ça va marcher. L'utilisateur va consentir à donner les données et il faut dire qu'on a aussi fait cette transformation puisqu'avant c'était un formulaire qui était en open source et là on l'a mis en gated et là clairement c'est le plus gros pourvoyeur de contact actuel sur le site. Donc, ne pas oublier de se poser les questions de qu'est-ce qu'on met en open et qu'est-ce qu'on met en gated, parce que ça peut être un énorme reward à la clé. Très bien, donc on voit bien que ça remonte, mais à quel point, Antonin, tu pilotes un certain nombre de tableaux de pilotage, justement, pour Carole, mais aussi de façon plus large. Que disent les chiffres? Que disent les chiffres? Oui, en effet, on a mis en place un certain nombre de tableaux qui remontent de la donnée de toutes sortes, donc que ce soit du SEO, du SIA et de la donnée de marketing automation. On observe aujourd'hui des taux de clics et des taux d'ouverture qui sont versus le benchmark ici de Plenzy très supérieur à la moyenne, donc 83% pour le taux d'ouverture et 38% pour le taux de clic. Un petit chiffre également sur la génération de leads sur le site web. Environ 3,3% des internautes du site web se transforment en lead, une donnée qui n'est pas négligeable. Et donc, oui, effectivement, les chiffres que tu nous donnes sont des chiffres extrêmes. Hein, c'est nos records. C'est nos records sur certains emails. Vos records à Carole et toi, c'est ça, c'est ça. Et on voit bien, alors, juste une petite parenthèse, le référentiel de Plenzy, qu'on aime bien à l'agence, il a pour avantage d'être un référentiel entièrement B2B. Et donc, il évite les biais de B2C qui faussent la data. Et donc, on se fie beaucoup à ce chiffre. Donc, globalement, si je me résume, ce que vous venez tous les deux de démontrer, c'est que ce n'est pas un énième buzzword, tel que le marketing adore en sortir à peu près régulièrement, ou en tout cas que derrière le buzzword, il y a une vraie réalité, c'est-à-dire une vraie capacité à aller collecter cette info quali, une vraie capacité à l'utiliser et un réel bénéfice, y compris au niveau des chiffres. Hein. Je pense que c'est tout à fait parlant. Mais au final, est-ce que la finalité, ce serait juste d'avoir des jolis chiffres ou est-ce que derrière, il y a un bénéfice beaucoup plus tangible pour l'entreprise? C'est ça, alors des jolis chiffres, c'est bien, mais il ne faut surtout pas oublier notre objectif final qui est donc de transformer un prospect en client. Et donc du coup, grâce à ce biais de la zéro party data, on peut mettre en place donc plus de personnalisation. Qui dit plus de personnalisation dit forcément plus d'engagement. Plus d'engagement égale des leads plus qualifiés, mieux chauffés et qui remontent plus vite dans les données CRM. Et donc du coup, des taux de transformation et des taux de conversion qui sont plus importants par les commerciaux. Donc très concrètement, si on parle de marketing automation, ce niveau d'engagement qu'on obtient, c'est le fait que la cible clique davantage, ouvre davantage, que le score monte. Hein, Carole évoquait le CRM qui va être connecté tout prochainement. Et donc cette notion de score hein, qui va nous permettre de mesurer cet engagement et qui va nous permettre de mesurer la promesse d'efficacité ou la promesse de potentiel de conversion en client de ces leads qui sont au niveau MQL, ce score, il va permettre aux commerciaux de doser leurs efforts et de faire effectivement que un lead va être plus engagé, il va monter en score plus vite et donc il va avoir tendance à arriver plus vite sur les genoux des commerciaux. Hein. Oui. On le voit, et donc à arriver aussi plus vite sur les genoux des commerciaux avec une promesse de chance de conversion qui sera au-dessus. Il faudrait qu'on fasse un petit webinaire sur les performances de cette mécanique-là dès que ce sera mis en place et qu'on aura un petit peu d'historique. Carole, vous, de votre côté, en termes d'exploitation, est-ce que vous confirmez cette promesse de boucle qu'on voit là ?
Oui, tout à fait. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on travaille encore plus finement et de façon beaucoup plus précise au niveau du ciblage. C'est ce qu'on fait avec cet exemple qu'on a là, qui est un exemple de milieu de funnel. Ce sont les 2 derniers scénarios qu'on a mis en place, qui sont les scénarios d'offres spécifiques, offres spécifiques produits commerciales et offres sur un pays bien défini. Et là, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'encore mieux connaître notre cible. Et donc, nous avons mis en place un questionnaire, en fait, avec une ou 2 questions. Et d'ailleurs, la réponse à la première question induit la seconde question. Donc, il y a aussi une notion de data intelligence derrière. Et là, ça nous permet directement de qualifier notre cible. Est-ce que cette cible est intéressée par cette offre ? Si c'est non, ben, on va arrêter de discuter sur ce sujet-là. Si c'est oui ou au contraire, si ce n'est pas rempli, hein, parce que c'est quand même la majorité des cas, là, on va continuer notre scénario. En revanche, comme vous disiez, c'est là où les commerciaux ont un rôle à jouer, puisqu'ils vont contacter en priorité, évidemment, les cibles qui ont répondu « oui, cette offre m'intéresse ». Donc là, typiquement, on est dans un lead show, et donc il faut le travailler sans plus tarder. Une façon de, finalement, bypasser la phase de chauffe classique qui est encore des emails, encore des clics, encore des ouvertures. Donc, pour résumer, on fait un email ou un scénario dans lequel il y a une landing page qui dit « Est-ce que vous êtes intéressé par mon offre ?» Cash, franc. Oui. Ah, voilà. C'est la première fois qu'on le faisait, donc du coup on a testé et on voit qu'effectivement les clients ou les prospects répondent. Donc pour nous, ça montre tout le relationnel, toute la stratégie relationnelle entre une marque et ses cibles, qui est qu'au final, nous on le voit bien comme B2C, hein, quand on nous demande notre avis et qu'on se dit on me le demande parce qu'on va faire quelque chose en retour, les clients ils ne sont pas dupes, les prospects ils ne sont pas dupes. Hein. Si je dis que je suis intéressée, c'est parce qu'on va m'envoyer d'autres informations. Mais je suis prêt à dire que je suis intéressée parce que j'ai la possibilité de dire que je ne le suis pas. Et ça fonctionne en B2B, en B2B également, on vient de le prouver. Je pense que c'est certainement une astuce qu'on va, ou un levier qu'on va, vous allez développer avec Antonin davantage. Super. C'est vraiment un cas très, très spécifique parce que je pense que la plupart de nos auditeurs n'y penseraient pas ou auraient des réticences à le faire. Il y a un moment, cette relation franche, elle est plutôt bénéfique pour la relation et pour les sales au final. Alors on pourrait se dire, Antonin, que le cas de Carole, ou le cas d'Aperam, pardon, que nous développe Carole, est peut-être une exception et quelque chose d'un peu spectaculaire, mais très, très confiné. En réalité, les projets qu'on gère à l'agence présentent à peu près les mêmes caractéristiques. Oui, en effet, on essaie de mettre en place la zéro party data pour l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, un cas récent pour un client qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, qui obtenait des taux d'ouverture aux alentours de 6% habituellement. Et là, pour une invitation à un webinar où on a été interrogé, on a mis en place un serveur de marketing automation qui semble assez simple au premier abord, une suite d'emails qui, en fait, lors de l'ouverture de cet email, nous, on va venir capter l'intérêt ou non à ce webinar, et en proposant ensuite une offre, ce qu'on appelle win-to-win, et ici une information supplémentaire sur le webinar en cas d'inscription. Et on observe des taux d'ouverture x10, 60% de taux d'ouverture sur ces seconds emails, et donc du coup une performance décuplée à ce niveau-là. Ce qui veut bien dire que quand on demande l'autorisation d'une façon ou d'une autre, on a des résultats. Y compris sur des marques, tu citais cette marque qu'on ne va pas citer ici, mais qui est une marque qui, comme souvent en B2B, qui est une marque qui est un peu en construction de sa notoriété, de sa crédibilité, etc. etc. Donc engager la relation comme ça, c'est aussi extrêmement bénéfique. Génial, je crois qu'on a montré à la fois qu'elle existait, cette data, qu'elle permettait, il y avait des leviers pour la collecter et qu'elle avait de la performance. Carole, aujourd'hui, vos ambitions pour l'avenir avec cette data? Je dirais que l'ambition est relativement claire, c'est de multiplier les opportunités de prise de contact
Et ça veut dire aussi délivrer des contenus suffisamment intéressants, des scénarios bien ciblés, avec une succession de mails ayant une certaine logique, apportant de la valeur ajoutée et répondant au centre d'intérêt des utilisateurs. Effectivement, ça pose aussi la question du contenu. Ce win-win que vous évoquiez tous les deux, il y a quelque chose à apporter de gagnant pour la cible ou qui le fait grandir. Antonin, des perspectives d'utilisation de la data zéro partie autres. Là, on a vu beaucoup d'exploitations à visée commerciale, faire passer les leads de MQL globalement à SQL et à opportunité. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses? Oui, on observe en ce moment dans le milieu de l'industrie que les clients ont de plus en plus de problématiques autour des sujets RSE et économie circulaire. L'objectif pour nous, c'est justement d'essayer de mettre en place cette zéro party data sur ce genre de problématiques. Et donc du coup d'essayer d'aller toucher des cibles soit très intéressées, soit moyennement intéressées, pour essayer justement de capter des débuts d'intérêt et pour ensuite essayer d'adresser directement le bon message aux personnes qui du coup montrent de l'intérêt. C'est un levier de stratégie relationnelle, donc quel que soit le sujet, c'est opportun, y compris sur des sujets branding, purement branding. Le mot de la fin, si tu devais si je devais résumer un petit peu nos objectifs, pour moi, la zéro party data, c'est de devenir un réel réflexe en marketing, essayer de multiplier les leviers. Ça peut être très très simple, mettre des questions en place sur les formulaires, dans nos scénarios marketing automation, on l'a vu pas là, sur le site. Une question ici exactement. ou là. Et également d'essayer de sortir un petit peu de cette zéro party data à données uniquement commerciales. Donc là, je citais la partie RSE, mais on peut également penser cette zéro party data dans d'autres domaines, par exemple des domaines dans le corporate, dans l'environnement et dans la communication interne ou encore, pourquoi pas, le recrutement. De recrutement, oui. C'est ça qui demande du coup une stratégie relationnelle un peu plus précise pour répondre à l'objectif de recrutement. Avec une promesse qu'elle soit certainement très appréciée, notamment des jeunes générations que la RH a un peu de mal à les capter et à les convaincre de sa bienveillance. Carole, vous, le mot de la fin de votre côté? Je dirais qu'il est important de bien travailler ces messages, de les personnaliser au maximum, parce que ça répondra aux intérêts et aux exigences de notre utilisateur en face. Ça demande du temps, c'est aussi un travail, comme on disait, de précision. Donc tout se fait par étapes, et puis plus on en fait, plus on commence à avoir le retour d'expérience, et plus on a envie d'en faire, et aussi d'essayer des choses, de mettre en place des nouveaux scénarios, et bien sûr tout en respectant les exigences et ce pourquoi les utilisateurs nous donnent leur consentement. Donc rentrer dans cette logique, c'est aussi une façon d'être quasiment naturellement customer-centric. C'est un mot que j'essaie de ne pas répéter à tous les webinars, mais néanmoins, on en arrive bien là. Le principe fait qu'au final, à force d'écouter, à force d'avoir les remontées des cibles à travers ces petites informations, du coup, on peut très naturellement, sous réserve des bons contenus, des bons messages que vous évoquiez, on peut devenir une vraie entreprise customer-centric ou un vrai marketing customer-centric. Génial. Il me reste à vous remercier tous les deux de votre présence et de la clarté de ces exemples et remercier ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain Lunch and Talk sur des sujets data et autres.